Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec les thèmes précédents. Je voulais tout simplement vous parler aujourd'hui de l'espace. Bon, alors ça va peut-être pas intéresser grand monde, mais il me semblait important de faire quelques mises au point. Alors, évidemment, je vais parler de l'espace de manière occulte, parce que vous savez que moi je ne suis pas un scientifique, même si j'aurais aimé faire des études scientifiques quand j'étais plus jeune. J'ai vite abandonné cette voie parce que je me suis rendu compte que c'était extrêmement dogmatique et qu'en réalité la science se repose très souvent sur ces dogmes et que ces dogmes sont souvent remis en question. Donc en fait, en réalité, la science même n'est pas fiable. Euh, et surtout, je n'étais pas d'accord avec, intuitivement, avec certaines déclarations scientifiques, notamment à propos de l'espace. Et je m'aperçois aujourd'hui que je lis des choses concernant la création, le cosmos, l'univers, qui qui ne vont pas dans le sens de mon apprentissage. Moi, je préfère écouter quelqu'un qui est beaucoup plus élevé, si vous voulez, au niveau des connaissances que les scientifiques. Alors, je sais que ça froisse les égos des scientifiques terriblement quand on leur dit ça. Il ne faut pas confondre connaissance avec le savoir. Alors vous allez me dire, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, la connaissance, c'est vraiment ce qui touche à l'aspect caché de la création, c'est-à-dire ce qui est derrière la création. Quels sont les mécanismes et les rouages de la création? C'est ça la connaissance. C'est ce qui touche à ça, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la science occulte ou la science ésotérique. Hein. Euh, pour moi, la connaissance, c'est ce que l'on reçoit intuitivement, directement de son âme, sur son cerveau physique. Tandis que le savoir scientifique est quelque chose que l'on acquiert en faisant primo des études et en mesure en faisant marcher ses méninges. Sauf que la plupart des scientifiques savent réciter des recettes, savent faire des théories, savent faire des formules mathématiques, mais passent parfois à côté de l'essentiel, ne se posent pas les questions de fond. Alors, je ne vais pas faire trop long. Juste, les trolls, évitez de m'insulter s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je dis, le fond de mon discours. Je ne suis pas là pour discréditer le travail des scientifiques, juste pour dire que en occultisme, on n'a pas du tout cette vision-là de l'univers. Par exemple, quand la science nous dit que l'espace est vide à 95%, non, en occultisme, il n'y a pas de vide dans l'univers. Le vide n'existe pas. D'ailleurs, la nature a horreur du vide. Et en occultisme, il n'y a pas de vide. En occultisme, l'espace, ou le cosmos, si vous voulez, cet espace noir, hein, est complètement, non pas vivant, mais est comme un fluide que l'on appelle l'éther. Hein, et l'espace est complètement éthérique, c'est-à-dire c'est vraiment un corps éthérique gigantesque qui n'a pas de début ni de fin descriptible pour le cerveau humain. En fait, c'est un peu comme si nous étions à l'intérieur d'un corps gigantesque, un corps éthérique, qui tient en son sein, c'est-à-dire qui a en lui-même tous les éléments primordiaux pour la création d'une étoile, d'une galaxie, d'un système solaire, des planètes. Exactement de la même manière qu'un blanc d'œuf contient en lui-même tous les nutriments pour la construction du futur corps du poussin. Hein. Le blanc d'œuf serait, si vous voulez, équivalent un petit peu au cosmos, à cet espace noir. Alors, les scientifiques, le CERN nous dit la matière noire constitue 68% de l'univers. Bon, d'autres disent 80%. Au final, ils s'accordent à peu près tous pour dire que la matière noire plus l'énergie noire, c'est-à-dire quelque chose dont ils ne savent rien, composerait 95% de l'univers. Les 5% restants seraient de la lumière, et la lumière serait bien entendu créée par les étoiles, les galaxies, hein, qui sont les phares de ces gigantesques ténèbres. Et 95% de l'univers donc serait composé de matière noire et d'énergie noire, et c'est ce qu'ils appellent eux le vide. Or, en occultisme, ce 95% d'énergie noire et matière noire, nous on l'appelle l'éther. Et l'éther n'est en aucun cas du vide.
Il est comme un fluide, comme un océan. Un océan qui contient ces sels minéraux, qui contient toutes les molécules possibles et inimaginables, mais qui ne sont pas associées entre elles, qui n'ont pas encore, comment dire, qui ne se sont pas assemblées pour former des corps. Hein. Mais c'est comme un océan primordial, si vous voulez, c'est du fluide. D'ailleurs, quand on met un objet en apesanteur, et d'ailleurs apesanteur ne veut pas dire dans le vide, hein, ça veut dire à zéro gravité, c'est-à-dire ce n'est plus soumis à la gravité terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il tombe dans le vide. Hein. Il n'y a pas de vide. Si c'était du vide, on ne pourrait pas se propulser dans l'espace. Or, on se propulse très bien. Comment vous faites pour vous propulser sur du vide? Il ne peut pas y avoir de force sur du vide. Ce que vous envoyez ne trouve pas d'opposition pour pouvoir avancer. Non, dans l'espace, on peut très bien se propulser avec des petits propulseurs, pas de problème. Ça veut bien dire que l'espace, il y a quelque chose de tangible dans cet espace, et que cet éther-là est régi aussi par des forces, hein, pas seulement la gravité. Donc cet univers pour les occultistes est vivant. Ce cosmos sombre, ce 95% de ténèbres que nous voyons quand nous regardons le ciel la nuit, est l'éther et le corps éthérique d'un corps gigantesque. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, quand une étoile décide de s'incarner, vous savez que les étoiles sont les corps d'êtres qu'on appelle les êtres stellaires, qui sont de grandes entités. Lorsqu'un être stellaire décide de s'incarner physiquement dans la 3D, c'est-à-dire d'autres dimensions, il crée un tourbillon. La première chose qu'il crée est un tourbillon. En fait, la première chose qu'il crée, c'est un son. Hein, vous savez que dans la Genèse, le commencement était le verbe. Ça veut dire le son primordial. Le son qui va permettre à la matière inerte, mais latente dans le cosmos, latente dans cet océan des terres, inerte. Tous les nutriments sont là, si vous voulez, toutes les molécules sont là, tous les éléments sont là, mais il faut une volonté intelligente, une volonté pour que ces éléments s'assemblent. Donc, cet être stellaire qui va créer un futur soleil prononce un son, puis ce son va créer un maelstrom, c'est-à-dire un mouvement rotatoire. Et ce mouvement rotatoire va finir par créer une attraction magnétique qui va faire que les éléments vont s'assembler autour de ce maelstrom. Et nous avons la naissance d'une proto-étoile. Les scientifiques ne se posent pas la question de savoir pourquoi tout est en rotation dans l'univers. Tout ce qui est vivant est en rotation dans l'univers. Vivant, ils ne conçoivent pas une étoile comme un être vivant. Pourtant, sans étoile, il n'y aurait pas du tout de vie dans le système solaire, hein, et dans aucun système solaire. Tout est rotation dans l'univers. Les galaxies sont en rotation, les étoiles tournent sur elles-mêmes, les planètes tournent sur elles-mêmes et les satellites tournent sur eux-mêmes. Même la Lune, qui est un astre mort, tourne sur lui-même, à la même vitesse qu'il fait sa révolution terrestre. Hein. Donc, les scientifiques ne se posent pas la question de savoir pourquoi les astres tournent. Les astres tournent parce que ce sont des intelligences. Parce que les planètes sont le corps d'astres que l'on dit, d'êtres qu'on appelle les êtres célestes en occultisme, et qui sont des êtres déjà supra-intelligents, qui sont des êtres supérieurement conscients. Par exemple, la conscience qui est dans notre planète Terre s'appelle le veilleur silencieux, contrairement à moi. Hein. Et il est quelqu'un dont on ne peut pas parler. On n'a pas beaucoup de données sur lui en occultisme. Il faut être initié de très haut degré pour avoir des connaissances sur la conscience qui est à l'intérieur de notre planète, et dont la planète Terre est le corps, si vous voulez. Et donc, notre planète tourne parce que notre planète est vivante et habitée par une conscience qui est un être céleste. Voilà. Et c'est idem pour notre Soleil. Le Soleil tourne et est vivant parce qu'il y a un être en incarnation à l'intérieur qu'on appelle un être ou un logo solaire. Voilà. Donc, ce maelstrom est créé par une volonté intelligente. Et je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais bien faire tremper mes biscuits dans mon thé, vous savez, dans mon bol de thé. Et je remarquais que ça laissait toujours des petites particules, des petites miettes à la surface du liquide. Et quand je faisais tourner avec la cuillère, je m'étais aperçu que ce tourbillon finissait par faire assembler les miettes entre elles, et ça faisait une petite pièce de particules. Et je me disais, tiens, c'est marrant, quand on fait un tourbillon, ça expulse une partie vers l'extérieur, mais ça attire une grande partie des éléments vers l'intérieur du maelstrom. Je m'étais posé cette question quand j'étais jeune,
Et c'est une question que ne se posent pas les scientifiques, je ne veux pas les prendre de haut, mais qu'ils s'intéressent à l'effet rotatoire des planètes. Pourquoi il y a une rotation quand il y a naissance d'une protoplanète dans une nébuleuse? Pourquoi il y a une rotation? D'où ça vient cette rotation? Cette rotation ne vient pas comme ça par l'opération de E égale mc2. J'allais dire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça ne touche pas tellement les scientifiques. Non, une rotation, ça vient d'une volonté intelligente, comme moi, j'avais la volonté non intelligente de tourner ma cuillère dans mon bol. C'est moi qui a créé la rotation. Une volonté d'une personne, d'accord? C'était moi. Là, quand il y a création d'un tourbillon dans l'univers, pour créer une étoile ou une planète, c'est la volonté d'un être. C'est exactement la même chose. Voilà. Et je voulais parler de ça parce que je trouve que les scientifiques passent à côté de choses tellement primordiales. Et continuer à dire aujourd'hui en 2017 que l'espace est vide, l'espace n'est pas vide. Il n'y a pas de vide dans l'espace. Non, il n'y a pas de vide dans l'espace. Voilà. Et je voulais parler de ça parce que il y a tellement de choses aberrantes. On est abreuvé de contre-vérités par les scientifiques en permanence sur la création des planètes, sur la création de la Lune. Ils nous disent que en fait, ça serait un gigantesque météore qui aurait frappé la Terre, et il y aurait un gros morceau de rocher avec des gros cailloux qui seraient expulsés de la croûte terrestre, et puis ça se serait formé, finalement ça aurait fait une sphère parfaite, une belle petite lune. Mais non, mais excusez-moi, je suis obligé de dire que c'est vraiment n'importe quoi. C'est grave. On ne peut pas créer une planète parfaitement sphérique, comme la Lune, à base de débris de croûte terrestre. Enfin, ça n'a aucun sens. Les planètes se forment exactement comme les étoiles. Les planètes se forment en formant un tourbillon qui vont accumuler les éléments, les molécules, c'est d'une évidence, et vont commencer par devenir gazeuses, avec une chaleur définie selon les planètes. Elles vont être soit des supergéantes, des géantes gazeuses, pardon, soit des planètes telluriques, tout dépend de leur taille, et ça dépend aussi du choix et du niveau et du degré de conscience de l'être planétaire qui va s'incarner et qui va choisir ce corps comme moyen d'expression en 3D. Mais elles deviennent d'abord gazeuses, puis se condensent, deviennent liquides, puis se condensent, deviennent solides. Mais à la base, c'est toujours un tourbillon. Hein. Et la Lune, elle s'est formée exactement de la même manière que la Terre. Elle s'est formée en faisant un tourbillon, et elle a accumulé du gaz, puis elle s'est liquéfiée, puis elle s'est solidifiée, puis elle est morte. Hein, en occultisme, la Lune est plus vieille que la Terre. Hein. C'est pour ça qu'elle est morte, d'ailleurs. Et elle est morte parce que l'humanité l'a quittée. Elle est toujours, par contre, habitée dans les dimensions supérieures, c'est-à-dire en 4e dimension, dans la dimension éthérique, la Lune est toujours habitée. Hein, c'est pour ça qu'elle a encore une influence sur nous. Hein. Et elle est dans la dimension éthérique, la 4e dimension, ce qui est bien entendu, comme le cosmos, comme je l'ai dit tout à l'heure, est fait d'éther, mais d'éther en 3e dimension, parce que l'éther traverse toutes les dimensions. Donc la Lune a une influence sur nous par le biais du cosmos et de cet espace qu'il y a entre elle et nous. Hein. Il y a des forces qui passent. Si c'était du vide, les forces ne passeraient pas. Il n'y a pas de vide. Moi, je l'affirme. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse parce que vous avez vu, il y a eu des images magnifiques de la sonde japonaise ou chinoise, je ne sais plus, de la surface de la Lune, sublime, en HD, extraordinaire. Alors là, on voit les cratères, on voit les montagnes, on voit tout, c'est sublime. Et puis il y a aussi les Chinois, la mission chinoise qui est en train de cartographier en HD le moindre centimètre carré du sol lunaire, extraordinaire. Sauf que c'est tellement extraordinaire que, alors avec une telle définition cette fois, on va les avoir ces photos en HD des sites Apollo, des missions de la NASA. Ben non. Pas une image, dites donc. Étrange. Et c'est tellement étrange que non seulement il n'y a pas une seule image, mais que les Chinois viennent de dire que c'est la dernière fois qu'ils nous balancent des images publiques. Les prochaines images resteront interdites à la publication. Pourquoi? Je ne sais pas. Et parallèlement, les Américains viennent de nous dire que les drapeaux des missions Apollo auraient disparu. Alors ils nous disent qu'apparemment ils n'auraient pas supporté le décollage du LEM quand les astronautes
seraient repartis de la Lune, quand ils auraient décollé de la Lune pour revenir sur Terre, apparemment les drapeaux n'auraient pas supporté et ils se seraient volatilisés. Alors, c'est marrant quand même. Alors ça, plus le fait qu'ils ont perdu les films originaux, plus le fait que depuis la fin des années 70, on n'a toujours pas envoyé d'humains, que les Chinois ils sont actuellement sur la Lune mais ils ont envoyé des robots, pourquoi pas des humains. Tout ça, ça commence à faire beaucoup à peser dans la balance, qui nous ont bien pris pour des abrutis. Je commence à croire, parce que je n'avais pas de certitude jusqu'à présent, qu'on n'y est pas allé. Enfin, les Américains n'y sont pas allés. Voilà. Je commence à le croire. C'est pas normal. Voilà. Si on avait vraiment des preuves évidentes des sites Apollo, les Américains auraient demandé, prié aux Chinois de montrer ces photos HD à la surface du monde, mais non. Étrangement, non. Au contraire même, on a des Chinois qui nous déclarent qu'ils ne nous montreront plus de photos. Bizarre. Voilà. Alors à chacun son point de vue sur ce sujet. Je vous laisse méditer, mes amis. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo qui parlera d'autre chose. Et on se retrouve sur Discord pour un chat live lundi prochain, lundi 21 août, à 20h heure française. Allez, à bientôt, au revoir.